Comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour rater ce show? Comment ils ont fait pour réussir, avec toutes ces légendes, à gâcher ce show? Je me pose réellement la question. Quand j'ai commencé à regarder Monday Night Raw hier, je me suis dit, ok, ça va être les 25 ans de Raw, on va se remémorer les plus beaux moments. Là, je vais vivre ce Raw comme quand j'étais enfant. Ça veut dire, voilà, sans penser à rien, en vivant juste les bons moments. Ça a juste été ça pour le premier segment, avec Stone Cold Steve Austin. Et après, c'était la dégringolade. C'était de la merde, mais de la merde, mais un truc de fou. Hein. Je sais pas comment ils ont fait pour nous pondre une bouse pareille. Même la bouse de vache est de meilleure qualité que ce show. Non mais sérieusement, comment ils ont... L'Undertaker, on l'attendait tous. Même pour un segment pour que l'annonce retraite ou quoi, il vient, déjà dès le début de show, c'est l'Undertaker, tu le mets en début de show. Quoi? L'Undertaker, tu le mets en début de show? Bah non, tu le mets en fin de show, l'Undertaker déjà. Il vient en début de show, il vient, mais vraiment il est venu juste pour dire, voilà, il vient quoi, c'est tout. Il est venu juste pour dire, je viens quoi. Pour dire juste, en 2 minutes, voilà, il cite quelques noms pour dire, maintenant il est temps de reposer en paix. La logique, c'est qu'il avait pas ses vêtements, il avait pas ses gants, pas son chapeau et pas sa veste qu'il a posé à WrestleMania. Donc la logique, c'était un des seuls points logiques de cette soirée. Un autre point logique également, c'était Asuka. Parce que Asuka est la seule putain de meuf qui est logique. C'est un Royal Rumble, c'est chacun pour sa gueule, putain. Donc Asuka est la seule à avoir eu l'idée et la logique de se dire c'est chacun pour sa gueule. Donc même si j'ai fait équipe avec elle ce soir, ça veut pas dire qu'on est amis. Et voilà, elle a niqué Mickey James, Bailey et Sasha Banks pour dire c'est chacun pour sa gueule au Royal Rumble. Putain, enfin, waouh, une semaine avant le Royal Rumble, vous faites ça. Fallait juste faire ça genre 4 semaines avant, en fait. Bref, et éviter de faire des matchs tag team aussi dans la période la plus importante où c'est chacun pour sa peau, comme le Royal Rumble par exemple. Je sais pas, hein, juste voilà. Stone Cold Steve Austin, évidemment le meilleur segment de la soirée, on va pas se le cacher. Tout d'abord, salut. On se retrouve pour un deuxième Every Catch. Je pense que ça va être un. Je vais garder le même nom que le premier Every Catch. Si vous l'avez toujours pas vu d'ailleurs, le premier Every Catch, je parle de Paige, de sa fin de carrière, de qu'est-ce qu'elle va devenir, mon sentiment par rapport à Paige. Si vous voulez aller la voir, elle est toujours disponible sur ma chaîne. C'est le premier Every Catch sur Paige. Il est sorti il y a 2-3 jours. C'est la dernière vidéo qui est sortie. J'espère que la luminosité sera bonne. Je suis pas sûr. J'essaie de me placer bien, mais je suis pas sûr que la luminosité soit parfaite. J'espère qu'elle sera parfaite. C'est la première review de Raw que je fais sur ma chaîne. Donc j'espère qu'elle va vous plaire également. Et voilà, je voulais faire, je pense pas que j'en ferai toutes les semaines, mais je voulais y faire spécialement pour ce show parce que c'était quand même les 25 ans d'Euro. Quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, ça va être un bon show, on va revivre tous les moments. Vince McMahon, j'espère, parce que, je veux dire, depuis des semaines, ils nous le vendent comme un show majeur de l'année, un des plus grands Raw qu'on va avoir de tous les temps. Walking Matardi, qui perd en 3 minutes. Pardon. Le Manhattan Center, les pauvres, ils ont payé une place à plus de 100 $ pour tout regarder, de regarder tout le show sur un écran géant. Waouh, waouh. C'est bien de mettre 2 salles, mais comme on dit, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Là, franchement, c'était 2 salles, 2 ambiances. Brooklyn, il y avait tous les spots, il y avait tous les catcheurs, tous les retours. Mais au Manhattan Center, ils ont eu Undertaker, ils ont la DX, mais entre deux, ils ont rien eu, quoi. D'où, si vous avez toujours pas vu les vidéos, pendant pratiquement tout le show, au Manhattan Center, il y avait des chants We Want Wrestling, bullshit, et ils ont complètement raison. Il s'est absolument rien passé. L'Undertaker est venu 3 minutes, la DX est venue 3 minutes. Ils ont assisté à la première défaite de Walking Matardi, donc après on dit oui, Walking Matardi, il a le contrôle complet. Ta gueule, ferme ta gueule tout simplement. Vince, on sait, c'est pas lui qui a créé le personnage, donc il va pas faire réussir Walking Matardi, voilà, tout simplement comme Rusev. C'est pas Vince McMahon qui a créé le Rusev Day, c'est pas Vince McMahon qui a décidé que Rusev allait avoir une pop, donc ils enterrent Rusev semaine après semaine. Parce que tout simplement, Vince McMahon a dit non, je veux pas qu'il soit poussé. Voilà. Même si c'est l'univers de la WWE qui a choisi, c'est pas lui, j'ai pas envie qu'il soit poussé, donc on va l'enterrer, tout simplement. On a eu le retour de Road Dogg Jesse James, le pire booker de SmackDown de tous les temps. Merci beaucoup. Je l'aime bien en tant que catcheur, mais en tant que booker, tu peux prendre ta retraite, hein, Jesse James. Ciao, à la prochaine. Non, oui, il y a vraiment pas eu beaucoup de choses à retenir. On va commencer par le
Premier segment de la soirée qui était très bon, on va pas se le cacher. Dès que j'ai vu ce segment, à la fin de ce segment, je me suis dit, ok, si c'est comme ça pendant tout le show, ça va être très très bon. Je pense qu'on va vivre une des meilleures soirées de tous les temps. Je me suis totalement trompé. Voilà. Mais comment? Mais je me dis vraiment comment ils ont réussi à gâcher, quoi. Tous les noms qu'ils ont annoncés, tous les noms. Mais c'était juste pour les annoncer. MVP, je croyais au moins qu'il allait refaire son entrée in-ring. Je croyais au moins que son theme song allait résonner dans l'arène. Pas du tout. Le mec a joué au poker toute la soirée. Comme Jeff Hardy. Jeff Hardy, on l'annonce, oui, c'est bien, vous savez que c'est mon catcheur préféré en plus. Jeff Hardy, il vient juste pour dire on l'annonce, juste pour faire encore venir des gens. Même si c'est le business, putain, MVP quoi, vous le faites revenir. MVP, c'est pas pour rien, faites-lui au moins faire un segment. Ils lui ont fait quoi? MVP, il est revenu sur le ring juste pour assister à la bataille entre Braun Strowman, Kane et Brock Lesnar. C'est tout ça, tout simplement. C'est Jeff Hardy qui a joué au poker toute la soirée. On annonce le New Day, on annonce les Usos, ils sont juste là pour jouer au poker. Ok, vous faites ça avec d'anciennes légendes, mais les superstars actuels comme Jeff Hardy ou même MVP, qui est un grand catcheur qu'on aurait bien aimé revoir sur le ring faire un speech. Non. Non, d'ailleurs, Jordan, t'as de la chance, hein, MVP n'a pas fait son retour parce que voilà, Brotherhead, pour ceux qui le connaissent, je pense que tout le monde le connaît, il déteste MVP. Je l'ai beaucoup nargué par rapport à ça. Il a de la chance. MVP n'a pas fait son entrée, il n'y a pas une musique, il n'a pas fait de speech. Il a de la chance, franchement. Jordan, tu passes à côté cette fois. On va commencer, on va pas perdre plus de temps parce que ça va être, je pense, assez long. Enfin, même si je vais aller très très vite sur beaucoup de segments parce qu'il y a beaucoup de segments qui servent complètement à rien. Le premier segment, donc, c'est Stephanie McMahon et Shane McMahon qui commencent le show et qui disent bienvenue à tous sur les 25 ans de Raw. Et ils accueillent leur père, Vince McMahon, le créateur de la W, enfin le créateur de tous ces shows. Hein, parce que même si depuis ces dernières années, depuis ces derniers mois, Vince McMahon ne sait plus prendre des décisions, je le dis depuis des semaines et des mois, pour moi, Vince McMahon doit prendre sa retraite, il doit laisser sa place à Triple H, ou à sa soeur, ou à sa fille, ou à son fils. Mais Vince McMahon ne sait plus prendre les bonnes décisions. C'est pas contre... J'ai vraiment beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour Vince McMahon parce que c'est tout simplement grâce à lui qu'on a connu le catch. C'est grâce à lui, grâce à ses décisions, grâce à ses bookings, qu'on a aimé ce sport qui est le catch. Mais actuellement, je pense que Vince McMahon perd la boule. Tout simplement, il perd la tête. C'est pas possible pour faire des bookings de merde, pour rater un show comme ça. Je me suis dit, ok, depuis des mois, on a des bookings de merde, mais vu que c'est l'Euro 25, qu'il y a des légendes, ça va peut-être être une exception. Peut-être que c'est le seul show depuis des mois qui va être bien booké. Même pas. Et même avec des légendes, ils n'arrivent pas à bien booker un show. Bref. Donc Vince McMahon est accueilli sur le ring avec évidemment une grosse pop, le public qui chante son theme song No Chance in Hell You've Got. Évidemment, une grosse pop pour lui, j'étais très content. Et voilà. Vince McMahon, c'est exactement ce qu'il fait et c'est pour moi, enfin, c'est tout simplement pour tout le monde, même je pense le meilleur dans ce qu'il fait, le meilleur dans le business du catch. Le mec, voilà, il peut passer du face au heel, il l'a fait par exemple, là il était babyface au début et après il a fait, quand ils lui ont fait la plaque, parce qu'ils lui ont fait une plaque, voilà, ses enfants lui ont fait une plaque pour le remercier de ses 25 ans, il a fait, non mais vous êtes sérieux? Une plaque pour tout ce que j'ai fait après vous? C'est vraiment cheap, donc c'est vraiment pas très, voilà, c'est pas très luxueux, un peu comme un peu comme Brooklyn, voilà, il a un peu taclé la ville, donc il passe de face en heel en seulement 2-2. Voilà, le mec est un des plus grands heel de tous les temps. Et voilà, même, il a tous ces petits réflexes, tous ces petits détails qui font que c'est le meilleur. Par exemple, je sais pas, je crois que je suis un des seuls à avoir remarqué ça, mais quand Shane McMahon tenait la plaque, juste comme ça, je pense que c'était, c'était pas prévu. Genre, voilà, Shane McMahon, il a mal tenu, donc du coup, Vince, il a remis la plaque bien droite pour qu'on la voit bien à la caméra. Voilà, que des petits détails comme ça qui font que pour moi, Vince est un des plus grands de tous les temps. Et même s'il perd la boule depuis quelques mois, il faut quand même avoir du respect pour ce mec. Et donc ensuite, voilà, Vince McMahon, il dit personne ne peut m'égaler, c'est moi qui ai tout construit. Et là, une vitre se brise. Et bien sûr, Stone Cold Steve Austin est là pour bien sûr répondre à Vince McMahon. J'attendais pas du tout Steve Austin sur ce segment-là, je vous le dis concrètement. En 2018, ça fait très plaisir de revoir Stone Cold et Vince sur un même ring. Et voilà, après, on sent Stone Cold à son regard qu'il a envie de faire des stunners, on va pas se le cacher. Et ensuite Vince donc il sacrifie Shane, donc Shane se prend un stunner. Évidemment après Vince et Stone Cold se tapent des bières, se tapent un câlin. Évidemment après la musique s'arrête, stunner sur Vince McMahon. J'ai vraiment été choqué, je croyais vraiment qu'ils allaient pas le faire. Vince McMahon a quand même plus de 75 ans et il accepte de se prendre un stunner.
Stone Cold est dans une de ses plus grandes formes de tous les temps. Le mec est vraiment en pleine forme. Bravo. Voilà, je suis content pour lui. Et après, donc, Shane se reprend encore un stunner. Voilà, Stone Cold tape une bière avec Shane. Et quand Shane boit, boom, stunner. Voilà, 2 stunners pour Shane, un stunner pour Vince. Et on finit le meilleur segment de la soirée dès le début. On passe avec un 8-man tag team women match. Vous êtes sérieux? Vous faites suivre le meilleur segment de la soirée avec ça? Mais pourquoi vous faites encore ça en fait? Pourquoi vous faites encore chaque semaine après semaine, surtout dans les semaines, enfin dans cette période-là où c'est le Royal Rumble, c'est chacun pour sa peau, c'est là où vous faites le plus de tag team chaque semaine après semaine. Et vous voulez qu'on s'intéresse à votre division? Vous voulez qu'on s'intéresse à votre division avec ça? Donc c'était Asuka, Bayley, Sasha Banks et Mickie James qui ont d'ailleurs reçu aucune pop. Hein, même Asuka, ils ont quand même réussi à la gâcher en seulement 2 mois. Bravo, bravo. Voilà, ils ont réussi à la gâcher en seulement 2 mois. Donc personne n'a reçu de pop. Si, peut-être sûrement Paige, mais évidemment, ils ont mis la pub pendant l'entrée de Paige. Voilà. Donc c'était Asuka, Bayley, Mickie James et Sasha Banks qui affrontaient Nia Jax, Sonya Deville, Alicia Fox et Mandy Rose, avec Paige évidemment aux abords du ring. Le match se finit par une victoire des Faces, donc de Asuka, etc. Et ensuite, Asuka a une putain de logique. Alléluia, alléluia. Elle frappe Mickie James, Sasha Banks et Bayley parce que c'est chacun pour sa peau. C'est le Royal Rumble. Putain, enfin une meuf de logique. Merci Asuka d'être un peu logique. Elle a frappé ses coéquipières pour dire, bah, on a peut-être fait équipe ce soir-là, mais c'est chacun pour sa peau. Merci Asuka beaucoup parce que vraiment t'es la seule à avoir fait un truc logique depuis le début de l'annonce du Royal Rumble, tout simplement. Ensuite, on a un segment backstage, donc avec Kurt Angle, donc il invite, il y a dans son bureau, donc il y a Coachman qui arrive, on a Teddy Long, donc ancien général manager de SmackDown Live, qui reçoit une grosse pop évidemment. On a Harvey Wilperman et Brother Love évidemment, vêtu de rouge avec son visage rouge évidemment. Et on a ensuite à la fin The Boogeyman qui arrive. Je suis très content de revoir The Boogeyman, même s'il n'a rien fait durant ces années à la WWE. Je crois qu'il a jamais gagné aucun titre, un ou deux peut-être. Mais voilà, il a pas fait beaucoup de choses. Mais à chaque fois, je suis content de revoir The Boogeyman parce qu'il m'a marqué quand j'étais petit. Et j'ai vraiment toujours aimé ce mec. Et voilà, le mec mange des vers de terre, après il les dépose dans la main de Coachman. N'importe quoi. Et Kurt Angle qui rigole à fond. Vraiment, c'était marrant. Et là, direct après, donc dès le début de show, dès la première heure, on passe à l'Undertaker. Donc c'est le premier segment qui se passe au Manhattan Center. Donc l'Undertaker arrive avec, évidemment, ça c'est un très très bon point. Ils ont pensé à ça. Et enfin de la logique, il arrive sans ses gants, sans son chapeau et sans sa veste qu'il a déposée à WrestleMania. Il arrive voilà, avec une veste qu'il portait avant, mais c'est pas la veste qu'il a déposée à Mania. Donc voilà, et ça laisse planer le tout. Est-ce qu'il va revenir sur un ring? Est-ce qu'il prend sa retraite? Parce qu'avec le speech qu'il a fait, il a dit, il a cité quelques noms de ses plus grandes rivalités. Il a noté Stone Cold, Mankind, Kane. Et il a dit à toutes ces âmes, ou à toutes ces personnes, maintenant, attends, je crois qu'il a dit ça, à toutes ces personnes, maintenant, il est temps de reposer en paix. Et justement, vraiment, ça nous laisse perplexe. Voilà, c'est à libre de tout le monde de penser ce qu'il veut. Soit pour des gens, ils vont prendre sa retraite, soit pour des gens, il va continuer. Voilà, tout le monde attendait avec un segment avec John Cena pour annoncer, mais malheureusement, non. Enfin, malheureusement, heureusement pour lui et heureusement pour nous, parce que voilà, même s'il a l'air quand même en meilleure forme que l'année dernière, non, il a plus la condition physique, il a plus l'endurance pour. L'Undertaker doit arrêter sa carrière, tout simplement. Il a plus vraiment de, il a plus le corps pour, tout simplement. Le corps dit stop. Et voilà. Donc l'Undertaker est venu, voilà, il est juste venu pour dire de venir, quoi. Il a fait 2 minutes. Mais c'est la dernière phrase, donc voilà, il est temps pour toutes ces superstars de reposer en paix. Est-ce que ça veut dire qu'il va continuer ou est-ce que ça veut dire qu'il même lui va maintenant reposer en paix et prendre sa retraite? Je pense que c'est libre d'interprétation à tout le monde. Voilà, ça laisse vraiment perplexe pour la suite
du Deadman. Et c'est un des seuls segments qu'il y aura eu au Manhattan Center. Bravo la VVE, c'est bien, c'est très bien de mettre deux segments, de mettre deux salles. Mais ça sert à rien si tu fais un segment dans une salle et tous les autres segments dans l'autre. Bah, mets juste une salle en fait. Enfin, juste, ils ont mis la 25 ans, voilà, ils ont mis dans la Manhattan parce que c'est le premier. Enfin, c'est là où s'est déroulé le premier Raw, mais ça servait à rien. Je veux dire, il y a eu deux segments en 3 heures. Vous êtes sérieux? Mais les pauvres, mais ils ont dû tellement s'ennuyer, mais. Je sais même. Enfin, ils vont même pas se faire rembourser, mais les pauvres, quoi, ils ont payé 100 $ pour regarder sur un écran géant tout le show. D'accord. Donc ensuite, on retourne à Brooklyn, évidemment, et on va rester à Brooklyn pendant très longtemps. Parce qu'on a, Jojo nous annonce que les meilleurs General Manager de Raw vont arriver. Donc on a John Laurinaitis, meilleur General Manager de Raw. Non, je crois pas, il a reçu des UE évidemment. William Regal avec des champs NXT aussi arrive, très très bon General Manager. Et on a évidemment Eric Bischoff, que j'ai pas connu parce que c'était dans les 2002-2003, donc j'étais pas encore fan de catch à ce moment-là, mais voilà, c'est quand même, je pense, un très très bon General Manager. Eric Bischoff encore avec une grosse pop. D'ailleurs, si vous avez regardé le pré-show, il a dit dans le pré-show, je pense qu'il l'avait déjà dit une fois ou ailleurs dans un autre podcast ou quoi, mais dans le pré-show avec Renee Young, etc., il a dit le câlin qu'on a fait en 2002 quand Vince McMahon m'a annoncé en tant que General Manager. Donc vous savez, voilà, Vince McMahon a annoncé Eric Bischoff en tant que nouveau General Manager de Raw. Ensuite, ils sont serrés et fait un câlin. Voilà. Et il a dit, bah, ce câlin est tout simplement pour le beat. Il y avait vraiment aucune émotion. On se haïssait encore à ce moment-là. Ça m'a fait vraiment rire qu'il dise ça. Voilà, donc c'était vraiment un câlin vraiment pour le business. On est ensuite passé donc ah ouais, il y a aussi Daniel Bryan qui est arrivé en tant que General Manager de SmackDown. Il est arrivé, il a reçu une grosse pop évidemment, une pop légitime pour lui. Voilà, enfin même le seul des temps modernes qui se reçoit une pop légitime, une grosse pop, c'est Daniel Bryan. Personne d'autre dans le roster, peut-être The Miz, peut-être AJ Styles, mais on a vraiment très peu dans le roster qui reçoivent une grosse pop à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran, qu'ils soient en face ou en heel. Donc on a Miz qui arrive donc avec Kurt Axel et Bo Dallas. Avec Daniel Bryan, ils font un face-to-face. Donc Miz et Bryan font un face-to-face. Ça laisse penser à des choses, vu qu'il y a beaucoup de rumeurs en ce moment qui disent que Daniel Bryan va peut-être revenir sur le ring. On pense peut-être à un Daniel Bryan contre The Miz à WrestleMania, ce qui serait incroyable. Moi je dis oui à un Miz contre Bryan. Parce que voilà, le Miz mérite Bryan comme adversaire. Et puis ça ferait une bonne rivalité quoi, avec la grosse, pas paille bombe, mais on va dire qu'on va appeler ça une paille bombe, qu'il a lâché à Talking Smack sur Daniel Bryan. C'était énorme, on sait qu'ils sont toujours en rivalité les deux. Miz a volé le moveset de Daniel Bryan, ils sont en rivalité encore, même s'ils sont pas, voilà, même s'ils sont plus dans le même roster. J'ai hâte. Donc on passe maintenant au match pour le titre intercontinental. The Miz affronte Roman Reigns. Roman Reigns qui se trouve évidemment de grosses huées. Bien sûr, faut pas déconner. Le match était intéressant, mais voilà, il s'est rien passé de plus. Et au bout de 15 petites minutes, The Miz bat avec deux Skull Crushing Finale Roman Reigns. Je suis très content. Je suis très content pour le Miz. Il est 8 fois champion intercontinental. Franchement, je suis hyper content pour lui. Il le mérite. Voilà, le titre intercontinental. Il va redorer avec lui. Et puis en plus, à ce qui paraît, la WWE prévoit un gros push. Débute un gros push avec The Miz. J'espère parce qu'il le mérite vraiment après l'année 2007 qu'il a vécu, qui était pas très bonne. J'espère vraiment qu'il va vivre un gros push cette année. Mais vu que Roman Reigns a perdu le titre, vous savez ce que ça veut dire. Ça nous officialise officiellement, enfin c'est presque officiel maintenant qu'on aura notre Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. À Mania, encore heureux que ce soit pas le match pour les deux titres, hein, parce que il y avait des rumeurs comme quoi le match allait pour les deux titres. Heureusement, non. J'espère que Roman Reigns ne va pas avoir son rematch pour le titre. J'espère pas. Mais ça laisse encore plus de chances pour Roman Reigns de gagner le Rumble. Là, ça concrétise encore plus l'idée que Reigns peut gagner le Rumble. Et même la logique, je veux dire, Miz qui s'est fait enculer plein de fois par Brock Lesnar, je pense, je me rappelle plus, mais je pense qu'il a déjà... Voilà, de toute façon, même s'il ne l'a pas fait, il se fera enculer par Brock Lesnar. Il bat Roman Reigns. Et Roman Reigns est censé battre Brock Lesnar à Mania. Tu vas m'expliquer comment le fait que Roman Reigns, qui s'est fait battre par The Miz, va battre Lesnar et va résister à un F5 parce que, oh là là, c'est vrai qu'à WrestleMania 31, il a résisté à plus de 4 F5, mais c'est vrai que maintenant, le F5 est passé comme le finisher le plus destructeur de la WWE de toute l'histoire. Donc du coup, si tu résistes à un F5, oh mon dieu, donc Roman Reigns va être le premier homme
depuis 2016, a résisté à un F5, oh my god, mais il s'est fait battre par le Miz. Donc comment tu vas me vendre sa victoire clean contre Lesnar alors que le mec s'est fait battre par The Miz? Clean. Même si, voilà, il a foncé dans le poteau et que le poteau, il y avait les protections étaient enlevées, mais même, ça m'explique pas que le Miz peut battre clean Roman Reigns. Même si c'était avec 2 Skull Crushing Finale, il y aura quand même Lesnar à Mania. Lesnar, c'est pas n'importe qui. Donc, je veux dire, non, quoi. Donc, essayez de me vendre une victoire maintenant contre Lesnar clean. Vas-y, va me vendre une victoire, vas-y, allez. Pas de soucis, j'attends le segment. Ensuite, on a eu le show donc de Christian, le Peep Show. Évidemment, l'entrée de Christian qui s'est fait pendant une pub. Évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle, bien sûr. Vous pouvez pas mettre ça pendant des matchs, les pubs, donc vous les mettez bien évidemment quand il se passe des entrées qu'on attend tous. C'est intelligent. Donc, les invités du Peep Show sont les champions actuels, donc Seth Rollins et Jason Jordan. Jason Jordan qui se prend évidemment de grosses huées, évidemment. Mais en fait, ce que l'univers de la WWE ne comprend pas, c'est que même si c'est des huées, même si c'est de la mauvaise hit, parce que c'est bien d'avoir de la hit contre un catcheur, mais avec Jason Jordan, c'est de la mauvaise hit. On le hue pas parce que il est heel ou quoi, on le hue parce que vraiment on n'aime pas. Il est pas bon. On le hue parce que vraiment, comme Jinder Mahal quoi. On le hue parce que vraiment il est pas bon. Il est mauvais dans ce qu'il fait. Il est mauvais et on ne veut pas le voir. Donc c'est pas de la bonne hit, c'est vraiment de la mauvaise hit qu'on a envers lui. On a vraiment envie qu'il quitte la WWE, qu'il retourne à NXT ou je sais pas quoi, mais qu'il soit plus ici à Raw parce qu'il ne le mérite pas et il est mauvais. Mais vu que Vince McMahon, bah voilà, quand t'as des réactions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ce soit de la bonne hit ou de la mauvaise hit, dès que t'as des réactions, bah Vince McMahon va descendre en push. Donc ce que les gens comprennent pas, c'est que faut plus qu'il fasse réagir Jason Jordan, faut plus que le public réagisse, faut plus que le public hue Jason Jordan. Et là, peut-être que Vince McMahon va se dire, ah oui, il est vraiment mauvais, il reçoit vraiment aucune réaction. Et peut-être que là, il le débouchera. Et peut-être que là, il le fera retourner en jobber. Voilà, tout simplement. Mais tant qu'on le huera, tant qu'on lui donnera des réactions, bah Vince sera content et Vince continuera à le pousser. Donc il faut vraiment arrêter de lui donner des réactions, de lui donner de l'importance. Et là, Vince se posera peut-être les bonnes questions. Donc ensuite, il y en a Cesaro et Sheamus donc, qui arrivent. Jason Jordan avant fait juste un speech en disant voilà, veuillez vous lever pour mon père Kurt Angle qui est un des plus grands de tous les temps. Voilà, il se fait encore huer, il n'arrive pas à en placer une. Cesaro et Sheamus arrivent avec une grosse pop, une grosse acclamation et ils chantent des chants You suck à Jason Jordan. Le public évidemment sont derrière eux parce que évidemment Jason Jordan, you suck, you really suck. Et donc ensuite on a une fight entre les deux équipes. Et à un moment donné, donc on a Seth Rollins qui saute, qui fait un springboard knee et qui voulait le faire sur Cesaro, mais ensuite Cesaro a esquivé et c'est Jason Jordan qui s'est pris le genou de Seth Rollins. Ça peut commencer une rivalité entre Jordan et Rollins et je pense que c'est un plan de secours pour Dean Ambrose parce que je pense que le plan initial était d'avoir un Dean Ambrose contre Seth Rollins à Mania, mais vu que Dean Ambrose n'est pas sûr qu'il revienne avant Mania, je pense qu'ils font ça en plan de secours et qu'ils vont ils sont peut-être en train de booker un match entre Jason Jordan et Seth Rollins pour Mania. Va nous hyper avec ça. Si réellement il y a ce match là à Mania, déjà, désolé Rollins, mon pauvre Rollins, tu affrontes Jason Jordan à Mania, je suis désolé pour toi. Mais en plus, Jason Jordan à Mania, je n'en veux pas. Merci, au revoir, je n'en veux réellement pas. Si, dans la Battle Royale seulement, mais pas plus du tout. Ensuite, on a un segment avec Alexa Bliss. Je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs entre. Je pense pas, je pense qu'il y a tout marqué. Je regarde sur Catch au quotidien les résultats. Je me rappelle plus tout, hein, parce que voilà, c'était tellement mauvais que mieux vaut oublier. Hein, voilà. Donc ensuite, on a Alexa Bliss qui se fait interviewer par Charlie Caruso ou je sais plus qui. Et donc ensuite, on a Charlotte Flair qui arrive pour la confronter. Et voilà, elle dit, Charlotte Flair, que pour être la meilleure woman, il faut battre la meilleure woman. Donc voilà, Charlotte Flair ensuite fait un wouh. Et on a Ric Flair qui arrive ensuite derrière, donc confirmer ce que sa fille a dit, que voilà, Charlotte Flair est la plus grande championne, elle restera championne jusqu'à Mania, jusqu'au Raw post WrestleMania, jusqu'à l'année prochaine. Et ils nous lâchent tous les deux un gros wouh. Et Ric Flair est en vraiment bonne forme, ça me fait vraiment plaisir pour lui. Ric Flair a vraiment repris du poil de la bête, je suis vraiment content pour lui parce que il était vraiment dans un sale état
il y a encore quelques semaines. Donc je suis vraiment très content pour lui qu'il ait repris du poil de la bête. Le mec se bat comme jamais. Et vraiment bravo et respect vraiment à Ric Flair parce que le mec arrive vraiment à reprendre du poil de la bête comme ça. Et vraiment bravo à lui. On retourne au Manhattan Center pour un Bray Wyatt contre Walking Matt. Juste, moi personnellement, j'attendais un Walking Matt contre Bray Wyatt à WrestleMania. Je croyais que cette rivalité Walking Matt contre Bray Wyatt, même si le Matt Hardy et Bray Wyatt s'affrontent chaque semaine en live event, hein, on le voit sur les vidéos, ils s'affrontent chaque semaine en live event, mais en TV, devant la télé, à la télé, ils se sont encore jamais affrontés. Et moi, personnellement, j'attendais au moins ce match, Bray Wyatt contre Matt Hardy, à un pay-per-view. À WrestleMania, pourquoi pas? On aurait peut-être eu un Bray Wyatt contre Walking Matt à Mania. Mais non, ils le font à un Raw complètement banal. Même si c'est le Raw 25, c'est pour moi un Raw banal parce que voilà, c'est un Raw quoi, c'est un Raw banal. Et surtout, Walking Matt Hardy perd en 3 minutes. Pardon? Attends, parce que je suis pas sûr là. Si, Bray Wyatt Walking Matt Hardy par tomber en 3 minutes. Genre, en plus, tout simple, genre, Bray Wyatt contre une prise de Matt Hardy, Sister Abigail, 1, 2, 3. Attends, vous avez vu pareil que moi là? C'est quoi ce bordel? Après on dit Walking Matt Hardy, il a le complet contrôle sur son personnage. Mon cul, ouais, mon cul, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Sérieusement, Walking Matt Hardy ne peut pas perdre comme ça. Ok, il bat des jobbers, mais c'est des jobbers. Et puis même s'il a plus trop de pop, enfin il a quand même une pop, mais c'est pas le personnage principal. C'est un poisson dans la mer par rapport à la TNA. Où à la TNA c'était vraiment le personnage principal, l'attraction de la TNA c'était Broken Matt Hardy, c'était des Broken Hardys, c'est pour ça qu'ils étaient autant popés, et voilà c'était le champion, donc voilà c'était vraiment, ils étaient aussi popés que ça parce que la TNA c'était l'attraction principale, alors que là, Walking Matt Hardy à la WWE, même s'il peut avoir le contrôle total, c'est un putain de poisson dans la mer, c'est un humain, c'est un catcheur parmi tous les autres. Il sort pas du lot. Il a pas de match. Il est pas autour d'un titre. Il est pas autour du main event. Surtout à Monday Night Raw avec Brock Lesnar, il peut pas être autour du main event. Donc, c'est un poisson dans la mer. Il a pas plus d'importance que les autres. Donc, c'est pour ça qu'il est pas aussi popé. C'est pour ça que les gens ne s'intéressent moins qu'à la TNA. Parce que le mec, il fait rien de plus que les autres. Et, non, mais, vraiment, faut réagir là. Walking Matt Hardy qui perd en 3 minutes. Je sais pas ce qui se passe. Vince ne sait vraiment plus prendre de bonnes décisions. Je sais pas comment Matt Hardy peut accepter une décision comme ça. 3 minutes quoi, encore dans un grand match, 20 minutes. Non, encore un match psychologique. Non, un match normal, une prise normale. Fini, y a rien, clean. Hein? Encore ça aurait pas été clean. Mais là c'est Bray Wyatt, un heel qui bat Walking Matt Hardy face, clean. Bref, j'ai pas compris. Ensuite donc, on a eu les Women's qui, Jojo a annoncé les meilleurs Women's de la WWE de tous les temps. En tout premier, on a eu le Bella Twins. Pardon. C'est des légendes, les Bella Twins? Ah non, c'est vrai. Nikki Bella est la femme de John Cena. Pardon. Ça m'était sorti de la tête. Pardon. Donc, on a les Bella Twins. On avait, franchement, je vais pas vous toutes les dire. Il y avait Maryse. Très content d'entendre le theme song de Maryse. Maria Canal is the power of love. On a eu Terry Reynolds, Tori Wilson. On a eu Jacqueline, qui est une Hall of Famer. Jacqueline. On a eu Kelly, j'étais content de la revoir aussi parce qu'elle m'a quand même marqué. On a évidemment Trish Stratus. Je vous dirai justement après pourquoi pour moi il n'y a pas eu Lita. Enfin, ma raison. Donc il y a eu Trish Stratus qui a été bien sûr la plus popée. Mais pour moi, celle qui m'a le plus manqué et que c'est vraiment une des favorites de tous les temps avec Paige, c'est Michelle McCool. Ça m'a vraiment fait très très plaisir de entendre son theme song dans l'arène de Monday Night Raw. Elle avait quand même une pop, on va pas se le cacher, Michelle McCool. En plus elle arrive en dernière comme pour dire que c'était une des meilleures. J'étais très content. Pour moi, elle m'a vraiment marqué durant mon enfance. C'est pour moi une des meilleures catcheuses de tous les temps. J'aimerais vraiment qu'elle revienne catcher, même si je pense que c'est pas possible. Je crois qu'elle doit avoir déjà 50 ans. Je suis tellement déçu avec les Lay Cool. La rivalité Lay Cool contre Mickie James m'avait vraiment marqué. Et là, à ce moment-là, ils savaient comment former une babyface. Parce qu'en gros, Mickie James, c'était vraiment une victime. Elle se faisait victimiser par Michelle McCool, par Layla.
Et voilà, elle se faisait victimiser aussi par la general manager qui lui laissait jamais de chance pour le titre. Et elle s'est toujours battue. Et ça m'a rappelé par exemple la rivalité qu'elle a eue avec Alexa Bliss cette année-là pour le titre. Où vraiment Mickie James était une victime, elle était passée, voilà, enfin, Alexa Bliss disait que c'était une trop vieille pour lutter, etc. Et elle avait fait un bon match, et voilà, c'est comme ça pour moi qu'on construit les babyface et qu'on s'intéresse à une vraie rivalité. Tu la victimises, on dit qu'elle peut pas gagner parce que c'est une babyface, et puis voilà, et en fin de compte elle gagne. Ça m'a vraiment marqué la rivalité Mickie James contre Michelle McCool et Layla. Et Mickie James, je suis très content de la revoir. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu Layla ou Lita? Pour moi, elles sont pas apparues tout simplement parce que elles seront pour moi dans le Royal Rumble féminin. On sait qu'elles sont 30, il y a 30 participantes annoncées pour le Royal Rumble féminin, mais même toutes les women's du main roster ne font pas 30. Donc on sait qu'il y aura des superstars de NXT, mais on pense, et c'est pratiquement sûr, je pense qu'il y aura des Hall of Famers, enfin je sais pas si ça se dit au féminin, mais bref. Donc du coup je pense qu'il y aura des lutteuses plus anciennes. Je parie sur du Lita et du Gail Kim, du Layla. Les trois, je pense qu'ils vont apparaître. C'est Lita, Gail Kim, Layla. Ouais, je pense que c'est les trois qui sont les plus probables d'apparaître. Après, les autres, j'ai pas plus d'idées. Mais voilà, je pense qu'elles sont pas apparues comme ça. Je pense que c'est pour faire un plus gros effet de surprise et pour qu'elles aient une plus grosse pop à leur retour. Surtout Lita, quoi. Putain, Lita de retour sur le ring, ce serait énorme. Avec Layla et Gail Kim, qui sont aussi très très bonnes. Gail Kim, une très très grande championne de la TNA. Oui, la TNA existe toujours, les gens. Oui, c'est pas faux. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que Lita, etc. ne sont pas apparues. C'est ce que je pense. Elles vont apparaître dans le Royal Rumble. C'est pour qu'elles aient une plus grosse pop. Ensuite, donc, on a un autre segment. Elias apparaît dans les backstage avec sa guitare. Et là, il tombe sur Y2J Chris Jericho, baby. J'étais très content de voir Chris Jericho. Ils ont réussi à la ramener. Et le mec est la définition même du je m'en bats les couilles. Le mec, il est à la WWE, à la WWE, et il se ramène avec son t-shirt de la New Japan. Son t-shirt qu'il a apporté n'était pas vendu sur la WWE Shop, n'était pas en rapport avec la WWE, c'était marqué Alpha Club, et le mec se ramène avec son putain de t-shirt de la New Japan devant les écrans de la WWE. Je sais pas si Vince McMahon était au courant, mais c'était énorme, quoi. Je sais pas s'il avait prévenu Vince McMahon de ça, mais s'il avait pas prévenu, c'était encore pire, quoi. Enfin, le mec se ramène avec un t-shirt de la New Japan aux écrans de la WWE. C'est énorme. C'est énorme, le mec est énorme. Donc ensuite, on a Chris Jericho qui demande à Elias d'utiliser sa guitare parce qu'il a une chanson pour lui. Elias lui répond non. Chris Jericho dit bon bah c'est pas grave, de toute façon j'ai la mienne. Chris Jericho sort sa guitare, il commence à dire je ne marche pas avec Elias, je ne marche pas avec Elias. You just made. Après Chris Jericho il fait oh non je rigolais. Non je rigolais pas. You just made the list. Ah énormissime ce segment. Bravo. Elias, encore une fois, c'est comme ça qu'on construit de grands catcheurs. C'est avec des segments comme ça. C'est avec des matchs et des adversaires comme ça qu'on construit de grands catcheurs. Donc, Elias va être un futur grand catcheur. Son rival actuel, c'est John Cena, quand même. On a vu ce qu'il a apporté avec Kevin Owens quand il a affronté John Cena. Maintenant, c'est un des plus grands de la WWE. J'ai hâte qu'Elias devienne un des plus grands de la WWE. Enfin, le mec qui a une rivalité avec Elias. Il mise. Franchement, je pense que la WWE mise vraiment beaucoup. Ils ont vraiment confiance en Elias. Et ils ont bien raison parce que le mec est un des meilleurs actuellement à la WWE. Même s'il fait la même chose chaque semaine, il est bon. Il change tout le temps. Et vraiment, c'est lui-même qui a écrit ses musiques. C'est lui-même qui a écrit ses paroles, ses textes. Donc bravo à lui. Et Chris Jericho, ça fait toujours autant plaisir de le revoir. Le mec se ramène avec son t-shirt Alpha Club, quoi. Mais le mec s'en bat les couilles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, donc, on a Elias qui apparaît sur le ring. Bien sûr, voilà, il nous fait un petit segment. Voilà, Who wants to walk with Elias, comme d'habitude. Il y avait Jimmy Fallon au ringside. Il narguait, il taclait un peu Jimmy Fallon. Et là, on a John Cena qui arrive, évidemment, avec toujours ses chants John Cena Sucks. Et bien sûr, là, il commence à un peu chauffer le public et Elias. D'ailleurs, comment il est rentré, mais les gens de Brooklyn sont vraiment irrespectueux parce qu'ils avaient un putain de beach ball, donc un ballon de plage, quoi. Comme à SummerSlam où ils avaient ramené un ballon de plage, tu payes ta place et tu joues au ballon dans une salle alors qu'il y a du catch devant toi. Les mecs se donnent à fond pour toi, ils tuent leur corps pour toi et tout ce que tu trouves à faire, c'est jouer au ballon.
Donc merci à John Cena qui a fait remarquer ça à la sécurité. Comment ils l'ont fait rentrer? Parce qu'ils ont dit ouais, on fera plus jamais rentrer des gens avec leur beach ball. Et le mec est quand même entré et c'est vraiment irrespectueux quoi. Évidemment, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour plus me référencer dans cette review tout simplement. Quand les gens tapent review d'Euro 25, j'aimerais bien qu'on tombe sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas évidemment à laisser des gros pouces bleus, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si vous aimez ce que vous voyez, à laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez évidemment pensé de ce show? Est-ce que pour vous il était bon, mauvais? Dites-moi tout dans les commentaires parce que je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. On passe à un tag team match entre le Titus Worldwide contre Heath Slater et Rhino. I don't give a fuck, I don't give a shit, I don't give a damn. Bref, ce match a été créé parce qu'il y a eu une embrouille au poker. Parce que voilà, il y avait Titus Worldwide, Apollo Crews, et Titus O'Neil, il y avait Heath Slater et Rhino, MVP, machin. Et là, ils ont une embrouille. Et donc, qu'est-ce que JBL dit Oh là là, le génie de JBL, René, il dit oh bah évidemment, vous vous embrouillez, ici, on règle nos problèmes sur le ring. C'est bien pour un Raw 25, c'est très bien. Pour un Raw 25, parfait. Heureusement que le match était très court, qu'il a duré 2 minutes et qu'il s'est fini par un no contest. Et qu'il s'est surtout fini par le retour, One Night Only, des Dudley Boyz, qui ensuite ont fait leur 3D à travers la table sur Heath Slater, voilà. Donc Heath Slater s'est encore fait victimiser ce soir, voilà, le mec est très bon dans ça, tout simplement. Mais heureusement qu'il n'a pas duré longtemps parce que c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, oui, Enzo, est-ce que vous voulez que je parle de Enzo Amore qui a été viré de la WWE complètement pour rien? Parce que là, j'y repense tout simplement comme ça. Mais voilà, donc hier, Enzo Amore a été viré de la WWE parce que il y a des suspicions de viol à son encontre. Mais si vous êtes un peu logique, la WWE, attendez juste un truc, attendez juste une preuve pour le virer. Même s'il y a plein de preuves comme quoi, voilà, Enzo Amore est il invite pas des gens très nets dans les backstage, et voilà, il parle de son argent, etc. Il est pas contrôlable en backstage. Il voulait un peu, comme si vous suivez un peu la télé, Tex a été viré de France 2 parce que voilà, il cherchait une preuve, il voulait le virer depuis longtemps. Bah, c'est pareil avec Enzo Amore. Je pense que ça fait depuis très très longtemps qu'ils veulent le virer, mais ils voulaient une preuve concrète, publique et grave pour le virer. Ils ont une suspicion de viol, mais évidemment, si vous allez chercher un peu plus loin, vous voyez que la meuf qui a porté plainte contre Enzo Amore pour viol, la meuf n'est pas très nette. La meuf n'est pas très nette. Juste, je dis ça. Et d'ailleurs, tout le monde déteste Enzo Amore, mais dans cette affaire-là, tout le monde le défend. Mais tout le monde. Mais après, moi aussi, je vous avoue que je le défends. Parce que le mec, même s'il est très mauvais, il a quand même été licencié pour un truc qui est faux. Le mec était licencié pour une suspicion de viol, pardon. Mais si vous regardez un peu la tête de la meuf, et si vous regardez un peu ce qu'elle dit, la meuf n'est pas nette. La meuf n'est réellement pas nette. Donc bref, est-ce que vous voulez que j'en parle dans un autre Every Catch? Dites-moi tout dans les commentaires et laissez un pouce bleu évidemment si vous voulez que j'en parle dans une autre vidéo. On a ensuite AJ Styles qui est interviewé par Charlie Caruso, je sais plus quoi. Mais donc ensuite il y a le monsieur Min Jin Auckland qui prend sa place pour interviewer AJ Styles. Voilà, il parle un peu, il dit que AJ Styles est le meilleur et qu'il va battre Sami Zayn et Kevin Owens au Royal Rumble. Rien d'important. On arrive à la fin du show. Oh, déjà? Oh, dis donc, il s'est absolument rien passé. Bah oui, voilà, c'est la WWE actuellement. C'est de la merde, tout simplement. On est au Manhattan Center. On revient, oh mon dieu. Le Manhattan Center renaît. L'ADX arrive au Manhattan Center. Voilà, une grosse pop évidemment. Break it down. Évidemment, voilà, elle revient. On a Triple H et Justin Michaels qui commencent un peu à parler et ils disent on n'est pas au complet, on a vraiment ramené tout le monde ce soir. Donc on a Billy Gunn et Road Dogg, Jesse James qui arrivent. Et on a bien sûr X-Pac, le pauvre est dans une forme horrible. Il a fait quoi à sa tête? Oh putain. Pauvre X-Pac quoi. Et donc ensuite on a X-Pac, donc il fait aussi un speech et qui dit on peut pas vivre l'Euro 25 sans le mec. Et on a évidemment Razor Ramon qui arrive. Et là, pub. C'est une blague. C'est une blague réellement. Vous mettez de la pub pendant une entrée que tout le monde voulait voir, pendant un mec que tout le monde apprécie. On l'attendait depuis longtemps. Et évidemment, ils mettent l'entrée ils mettent la pub pendant des entrées. Je ne les comprendrai jamais, surtout dans un show important comme ça.
Voilà. Et ensuite, donc, on a Razor Ramon qui prend la parole. Hey yo! Et donc, il parle ensuite, voilà, il se suce un peu la bite. Et il dit que cet anniversaire et cette réunion est too sweet! Bien sûr, ça, il l'aurait jamais fait. S'il n'y aurait pas eu les histoires avec le Bullet Club, au Raw millième, il le faisait plus depuis des années, la DX. Et là, ils le refont, mais vraiment, ils le refont pour vraiment narguer et vraiment frustrer le Bullet Club pour dire nous, on a les droits du too sweet. Je pense que Vince McMahon va jamais s'en. Enfin, Vince McMahon va vraiment frustrer en mode. Ouais, on faisait le too sweet à fond. Ils ont formé le Balor Club, on va pas se le cacher. Ils ont formé le Balor Club juste pour que toutes les semaines, ils font too sweet. Et vraiment pour narguer et pour dire au Bullet Club, c'est nous qui avons les droits et vous n'avez plus le droit d'utiliser. Je pense que vraiment, ils ont vraiment juste formé le Bullet Club pour que toutes les semaines ils fassent too sweet et pour qu'ils frustrent encore plus le Bullet Club. Mais le Bullet Club s'en bat les couilles. Voilà, il crée un nouveau truc, il est déjà popé de partout dans le monde. Donc voilà. Et donc ensuite, on a le Barlow Club qui arrive et donc qui se réunit évidemment avec la DX. Et ensuite, ils font un big too sweet tous ensemble. Très très beau moment. Et ensuite, on a donc les Revival qui arrivent. Voilà, on devait s'y attendre. C'était des rumeurs comme quoi The Revival allait se faire enculer par tout le monde. C'est ce qu'ils sont passés. Ils ont fait un match contre le club qui a duré 3 minutes. Ils se sont fait enculer en 3 minutes. On s'en rappelle que Revival était une des plus grandes équipes à NXT. Et ils se font enculer en 2 minutes 30 dans un segment complètement. Enfin, c'est un beau segment, mais par une équipe qu'ils ont battue plein de fois. D'accord. Donc ensuite, évidemment, ils se prennent encore la sauce par la DX, Switching Music, le finisher de X-Pac, Pedigree de bien sûr Pedigree de Triple H. Et ensuite, on a The Miz qui arrive et qui interrompt le public. D'ailleurs, The Miz qui est arrivé aussi dès qu'il a gagné son titre intercontinental dans la soirée. Et bah plus tard dans la soirée, il est apparu au Manhattan Center. Et on a eu évidemment des chants Thank you Miz, parce que le mec est quand même venu pour divertir le public. Et c'est un des... et heureusement qu'il y avait de mise pour le Manhattan Center, parce que sinon il serait vraiment emmerdé pendant 1h30 quoi. Entre l'Undertaker et le segment d'ADX, donc c'est-à-dire à peu près 1h30, il n'y a rien eu. À part le match Broken Man Royal qui a duré 1 minute, et un segment des Cruiserweight apparemment qui se finit en no contest. Les pauvres, mais les pauvres. Et voilà, donc le Miz est arrivé aussi pendant qu'il n'y avait rien. Et il est revenu donc à la fin du show pour confronter ADX. Il dit que personne n'est aussi fort que lui. Le Miz est awesome. Et quand il allait dire awesome, on a Seth Rollins qui arrive pour confronter le Miz. Il commence un peu à parler. Et on a Seth Rollins qui fait un curb stomp sur The Miz. Très très content que le curb stomp soit de retour. Très très beau curb stomp d'ailleurs de Seth Rollins. Mais bon, c'est un peu con que c'est le Miz qui se fasse humilier et pas quelqu'un d'autre, par exemple, comme, je sais pas, un jobber, quoi. C'est un peu con que ce soit lui. Parce que lui, en plus, il venait juste de gagner le titre intercontinental, mais bon, voilà, c'est pour une soirée, one night only. La semaine prochaine, on y a oublié, donc c'est pas grave. Et donc ensuite, on a Seth Rollins qui fait, et si t'es pas au sol avec ça, j'ai que 2 mots pour toi. Suck it, bien sûr. L'ADX en force. Et évidemment, on a ensuite la musique qui résonne dans toute l'arène avec l'ADX, le Barlow Club et Seth Rollins qui célèbre cette fête avec le Too Sweet geste. Et voilà, le show se ne termine pas ainsi parce que, évidemment, ensuite on a le meilleur segment de la soirée. Comment ils peuvent créer ça? Comment ils veulent nous hyper avec ça? On a donc toutes les superstars et toutes les général managers. On a Boogeyman, Coachman, Teddy Long, MVP. On a les Usos, New Day qui arrivent juste pour entourer le ring. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous venus. On croyait qu'ils allaient vraiment se séparer ou quoi, les 3 monstres qui sont Braun Strowman, Kane et Lesnar. Mais non, ils sont juste venus pour regarder. Donc MVP et les Usos et les New Day sont juste venus ici à Raw pour regarder une bataille. Très intéressant. Bravo. Très très intéressant en tout cas. Regardez, c'est vrai que c'est très intéressant. Parce que ce que j'ai pas compris, c'est qu'en gros, ils sont tous mis autour. Et quand Braun Strowman est arrivé et Kane sont arrivés, ils les ont séparés. Tu vois, Braun Strowman, Kane, ils les ont séparés tous au milieu du ring. Voilà, ils ont dit arrêter. Et dès que Lesnar est arrivé, ils sont tous cassés. À quoi vous avez servi concrètement? À rien. Même la sécurité, elle a plus de couilles que vous, quoi. Et vous êtes quand même des superstars de la WWE. Vous êtes quand même des catcheurs. Et vous vous cassez alors que même la sécurité, elle ose faire face à Lesnar. Mais n'importe quoi. Mais tellement mal booké. Mais horrible. Donc,
Moi, ce qui me déçoit, c'est vraiment des gens comme MVP, les Hardy Boys, les Usos, New Day qui ont été annoncés et qui finalement viennent juste à Raw pour jouer au poker et pour assister à une bagarre. Waouh, waouh. Très, 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 très bien. Bravo. Bravo à vous. Donc ensuite, donc on a Lesnar, enfin Paul Heyman qui l'annonce. Il est le reigning, defending, undisputed Universal World Heavyweight Champion. Brock Lesnar arrive et il a dit qu'il n'était pas venu pour parler, il était venu pour une fight. Et voilà, donc Brock Lesnar F5 fait un F5 sur Kane et ensuite Strowman démonte la gueule de Brock Lesnar et le fait passer à travers la table des commentateurs. Donc les commentateurs d'ailleurs exceptionnellement qui étaient en ringside. Et donc voilà, on termine le show ainsi avec un power slam de Braun Strowman sur Brock Lesnar à travers la table. Évidemment, ça veut dire évidemment que Lesnar va conserver son titre parce qu'on le sait, quand un mec domine toute une rivalité, il perd ensuite en pay-per-view. Merci de nous faire monter la hype. Vous auriez au moins pu faire dominer Kane une semaine, Braun Strowman l'autre, Lesnar ensuite une autre semaine pour nous créer un peu plus de hype, mais non. Semaine après semaine, c'est Strowman qui domine, donc évidemment, on se doute bien que ce n'est pas lui qui va gagner le titre, et c'est encore moins Kane qui va sûrement prendre sa retraite après ce match. Donc merci pour la hype, merci pour le suspense, on repassera bien sûr. C'est comme ça que ce show se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'Undertaker? Va-t-il revenir? A-t-il pris sa retraite? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé ce show bon? Moi personnellement, pour moi, I don't give a damn. I don't give a fuck. Réellement, c'était n'importe quoi. Woken Matardi qui perd en 3 minutes, mais mon cul qu'il a le contrôle total sur son booking, n'importe quoi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est important pour recevoir toutes les nouvelles informations quand mes vidéos sortent, pour recevoir toutes les notifications sur mes nouvelles vidéos. Voilà, laissez un pouce bleu si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Peut-être qu'elle sera un peu longue, mais c'est normal, c'était l'Euro 25, j'avais beaucoup de choses à dire. Vraiment, laissez beaucoup de pouces bleus si vous avez envie que je refasse des vidéos reviews de Raw et SmackDown chaque semaine. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé si j'ai été beaucoup critique, si j'avais beaucoup de critiques négatives envers ce show. Mais tout simplement, c'était très dur pour moi de regarder ce show parce que normalement, je regarde le show, vu que j'ai pas le WWE Network, je regarde le show sur des sites comme Watch Wrestling ou des trucs comme ça. Et là, mardi matin, il n'y avait aucun site sur Dailymotion, sur Watch Wrestling, sur Open, il n'y a rien qui marchait, rien du tout. J'ai essayé tous les sites de Google qui m'ont proposé pour regarder Raw. Aucun site ne marchait jusqu'à midi et quelques, et après j'ai dû reprendre les cours, donc évidemment j'ai pas pu regarder avant le soir. Et ça m'avait vraiment énervé. Même le matin j'avais regardé la plupart, j'avais regardé 2 heures sur 3 du show, mais j'avais regardé en mauvaise qualité, j'avais coupé à plusieurs moments, j'avais repris après pendant des matchs, et j'avais regardé en mode 140p pendant au moins 1h30, ça m'avait vraiment gavé, donc excusez-moi si j'étais critique, mais c'est vraiment que j'ai eu du mal à regarder, donc ça m'a vraiment énervé. Mais voilà, ce show quand même, il était bon, il y a vraiment beaucoup de légendes, de retours de légendes, il faut vraiment apprécier ça. La Ligue, j'étais très content de les revoir, l'Undertaker également, voilà, plein de gens, Ric Flair aussi, je suis très content de l'avoir revu. Mais voilà, même MVP, même s'il n'a pas fait d'apparence, voilà, énorme, je suis content de l'avoir revu. Mais voilà, pour moi, ce qui me marquera le plus et qui pour moi est un des plus grands de tous les temps, c'est Stone Cold Steve Austin. Pourquoi? Parce que le mec n'a pas dit un seul mot, hein. N'a pas dit un seul mot, et il a reçu la plus grosse ovation et la plus grosse pop de la soirée. Pour moi, ça c'est une pop légitime, et c'est vraiment une pop qui dit que le mec est une réelle légende, et que ça c'est un réel succès, et que c'est un des plus grands catcheurs de tous les temps. Le mec n'a pas dit un seul mot, et il est acclamé, c'est le plus acclamé du show. Même les superstars actuels comme AJ Styles ou Daniel Bryan ne sont pas aussi acclamés que lui. Mais je pense que voilà, les seuls qui peuvent faire ça encore, c'est Styles et Daniel Bryan qui peuvent être acclamés sans dire un mot. Je pense que c'est les deux seuls. Mais il n'y en a aucun du main roster actuel qui peut être acclamé comme lui. Et aussi, il n'y a pas eu Randy Orton. Je comprends pas pourquoi. Il n'y a pas eu Randy Orton, c'est bizarre quand même, je trouve. Partagez la chaîne un maximum. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.